Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure, tandis que nous allons analyser l'actualité politico-judiciaire haïtienne. Vous avez entendu le sujet, l'actualité politico-judiciaire. Oui, vous l'avez deviné, nous allons parler de ce procès sonore, de ce procès retentissant, de l'assassinat sordide du président haïtien Jovenel Moïse. Eh bien, pourquoi on en parle? C'est parce que le jury a tranché, le jury a prononcé son verdict coupable. Les 4 accusés sont reconnus coupables d'avoir participé, d'avoir comploté, d'avoir planifié l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en ce 7 juillet 2021. Bon. Le procès a duré plusieurs semaines et j'avais choisi de ne pas faire la chronique du dit procès pour plusieurs raisons. Non pas que ceux qui l'ont fait aient commis des fautes, pas du tout. Au fait, c'est une bonne chose que d'avoir des journalistes qui font la chronique, ce qu'on appelle des journalistes judiciaires, des journalistes qui s'occupent de l'actualité judiciaire. C'est une bonne chose que d'avoir des journalistes qui nous font la chronique de ce procès. C'est un procès important car nous voulons que cela ne se répète plus. Mais en même temps, si j'ai choisi de ne pas commenter au fil des semaines ce procès, j'avais une raison, une très bonne raison. Au fait, tous les témoins mentent. Quand vous suivez un cours de criminologie, quand vous suivez un cours en droit criminel, l'une des premières vérités que ton professeur va t'enseigner, c'est que tous les témoins mentent. Et même ton client te ment. Et l'avocat va rarement demander à son client, est-ce vrai ce que tu me dis là? Il veut protéger
euh, le lien avec le client, car si le client lui dit clairement qu'il lui ment, mais il ne peut plus le représenter, car il croit dans le système de la justice, et même celui qui prête le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, mais il ment. Bon. Parfois, on ment sciemment. Et c'était le cas de ces témoins. D'autres fois, on est abusé par sa mémoire, on est abusé par ses propres sens. Voilà pourquoi j'ai tenu à parler de ce procès que lorsque le verdict serait prononcé, que lorsque le jury se serait prononcé sur les accusations. Bon. Évidemment, si vous avez plus ou moins suivi ce procès par les chroniques qui nous ont été présentées par les journalistes haïtiens, vous avez une bonne idée de ceux qui ont été appelés à la barre. Il y avait des témoins qui sont déjà en prison, parce que eux-mêmes ont été reconnus coupables. Quelques-uns d'entre eux ont évité un procès dans le sens qu'ils ont tout de suite avoué leur culpabilité. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de se dire « Ah, mais puisque eux sont déjà condamnés, eux sont déjà en prison, mais ils ne mentent pas, ils disent toute la vérité. » Ce n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est pas forcément faux, mais ce n'est pas nécessairement vrai non plus, car celui qui est déjà condamné, il peut avoir un autre mobile. Il peut vouloir négocier une réduction de peine. Il peut aussi vouloir entraîner d'autres complices avec lui. Il peut dire, écoutez, moi, je ne veux pas être le seul à couler, donc ceux-là ont participé de près et de loin, de près ou de loin au crime, ils courent encore, moi je vais dire une certaine vérité, du moins ma vérité, pour les faire condamner eux aussi. Bon. Et ceux qui ne sont pas encore en prison, ou qui ne sont pas en prison, mais ils ne disent pas nécessairement la vérité, pour une raison évidente, ils ne veulent pas s'incriminer. Ils ne veulent pas dire « à moi, je savais », ils veulent pas dire « à moi, j'ai participé à une certaine réunion », ils ne veulent pas dire « ah oui, moi, on m'a fait une offre ». En sorte que l'une des premières choses, l'une des premières vérités que son professeur en droit criminel t'apprend, c'est que tous les témoins mentent. Les témoins arrivent au tribunal préparés. Ils ont des choses qu'ils ne veulent jamais dire. Ils ont des choses qu'ils veulent absolument dire, en sorte que un témoin veut toujours cadrer ou recadrer le récit de manière à paraître le moins laid possible, de manière à faire paraître le plus laid possible l'autre. Et c'est ça le rôle de l'interrogatoire, c'est ça le rôle du contre-interrogatoire. Le témoin va être interrogé par son avocat, et le but de son avocat, c'est de montrer que mais son client n'est pas du tout coupable, ou alors s'il est coupable, il y a des circonstances atténuantes. S'il est coupable, il n'est pas coupable de ce dont on l'accuse. Il est coupable d'un crime moins grave parce que, on l'a entendu ça, mais il n'était pas au courant qu'il s'agirait d'assassinat. On leur avait dit que c'était pour une arrestation. Et c'est aussi ça le but du contre-interrogatoire. L'autre avocat, c'est son rôle que de montrer les angles morts. C'est son rôle que de montrer ce que le témoin n'a pas dit, ce qu'il n'a pas voulu dire. Le rôle de l'avocat qui contre-interroge, c'est de montrer les contradictions. Et moi, je m'étais fixé cette règle, étant donné que je ne suis pas chroniqueur, mais que je suis analyste. J'ai voulu attendre d'avoir le portrait complet de ce procès avant de jeter mon pavé dans la mare, avant de mettre mon grain de sel
dans cette sauce. Et quelle sauce, les amis, quelle sauce. Alors, les 4 accusés ont été reconnus coupables. Il s'agira pour nous de nous élever au-delà de ces 4 accusés et de nous poser la question du mobile véritable. En droit criminel, les grands criminalistes le savent, on va s'intéresser d'abord à l'actus reus, on va dire mais qu'est-ce qu'on lui reproche ? Quel est le geste ou le comportement interdit ici? Il s'agit de l'assassinat d'un président. Ça, c'est le geste interdit, c'est le crime, ça. C'est l'aspect matériel du crime, mais on ne peut pas s'intéresser qu'à l'aspect matériel, car on peut commettre un crime sans en être criminellement responsable. D'où le deuxième aspect en droit criminel de la mens rea. Est-ce que celui qui a commis l'actus reus, celui qui a commis le crime, est-ce qu'il en avait véritablement l'intention? Et c'est là où, si on soulève un doute raisonnable, on dit, ah ouais, mais il l'a fait, mais il ne savait pas que c'était mal. Il l'a fait, mais au moment où il l'a fait, il n'était pas en pleine possession de lui-même. On laisse les criminalistes vous entrer dans toutes ces arcanes du monde judiciaire, mais moi, ce qui va m'intéresser ce matin, c'est de vous élever au-delà de ces témoignages, de vous élever au-delà de ces mini-récits, pour en faire une espèce de patchwork, pour que vous voyez l'ensemble. Et déjà, je vous suggère que tout se déroule dans ce procès de manière telle qu'on regarde ailleurs. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, j'ai fait une émission en direct le jour même de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et je vous avais parlé des 3 hypothèses. Je vous avais parlé des 3 voies qu'il faut suivre si l'on veut comprendre, n'est-ce pas, ce procès. Et 5 ans plus tard, et même presque 6 ans plus tard, eh bien, mes hypothèses s'avèrent. Mais vous notez que le procès se déroule pour qu'on attrape des petits poissons de telle sorte qu'on oublie de regarder vers les vrais patrons de cette affaire. C'est comme si on nous dit, écoutez, maintenant qu'on a condamné 4 autres accusés, il y en a un certain nombre qui ont déjà été condamnés, mais regardons ailleurs. Et moi, je vais vous montrer que tous ceux qui ont témoigné ont cherché systématiquement à protéger quelqu'un. Tous ceux qui ont témoigné ont cherché à protéger un système. Quel est ce système? D'abord, comment savons-nous qu'ils étaient en train, dans leur témoignage, de protéger quelqu'un, de protéger un système? Au fait, vous me direz que personne ne va témoigner, surtout pas en procès criminel, sans être solidement préparé par son avocat, c'est très vrai. Mais je vais pointer un certain nombre d'angles morts, un certain nombre de contradictions dans les témoignages qui semblent tous pointer vers un grand patron que personne ne nomme. Et vers la fin de l'émission, il nous faudra nous poser la question, mais quel est ce crime odieux? Quel est ce péché impardonnable que le président Jovenel Moïse a commis pour qu'il soit victime d'un meurtre si sordide? Je vous poserai comme question, et on va tenter d'y répondre, que recèle Haïti en tant que pays? Que représente Haïti en tant que pays pour que ce grand patron dont on va parler soit allé jusqu'à assassiner un président pour ne pas perdre la mainmise sur ce pays? Au fait, c'est de cela qu'il s'agit. Vous vous souvenez aussi
de cette fameuse théorie qu'on appelle en relation internationale la théorie de Pasqua. Quand vous êtes embarrassé par une affaire, vous devez créer une deuxième affaire. Et s'il faut créer une troisième, voire une quatrième affaire dans l'affaire, si bien que vers la fin, plus personne ne se souviendra de la première affaire, c'est-à-dire de l'affaire originelle. Et moi, je vous avais promis, je m'étais engagé à ne jamais oublier la première affaire. On nous fait des procès. Je ne suis pas en train de dire que ces procès-là ne soient pas utiles. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui sont condamnés ne soient pas véritablement des criminels, ils le sont. Mais quand on s'intéresse à la vérité judiciaire, on ne se contente pas des petits poissons. On remonte la filière de la criminalité et on va nommer. Et ce sera mon rôle à cette émission. On va dire les vraies choses. On va dire les vraies affaires. On va nommer le vrai patron qui y a derrière cela. Mais pour arriver au vrai patron, il faudra retracer l'histoire d'avant le 7 juillet 2021, l'histoire d'immédiatement après, avant qu'on nous présente ces accusés qui ont tous été reconnus coupables. Je vous veux éveiller, vous connaissez le rituel, à ce stade-ci. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Vous avez vu le titre de l'émission ? Le procès de l'assassinat du président Jovenel Moïse, le boléro des menteurs. Tous ceux qui sont passés à la barre ont menti. Pourquoi ont-ils menti? Que cherchent-ils à cacher? Quel script suivent-ils? Qui a écrit justement? Qui a rédigé? Qui a conçu le script? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir au fil de l'émission. Restez là, je vous reviens et je vous dirai les vraies affaires comme promis, comme d'habitude. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Stay with us. We'll be right back. Mes chers amis, savez-vous réellement ce qu'est l'archivistique? Dans un monde où on crée toujours plus d'informations, les archivistes sont appelés à la ligne de front pour aller aider les organismes, les entreprises et les particuliers à gérer cette information. La Voix de l'archiviste est un podcast québécois entièrement dédié à cette profession. Venez découvrir le métier le plus passionnant du monde, celui du gardien de la mémoire. Alors, avant la pause, on s'était promis de tout se dire sur ce procès. Un autre, c'est pas le premier, là. Donc, il y a eu 4 accusés. Vous notez un certain nombre d'éléments. Tous ceux qui sont impliqués dans cet assassinat, du moins lors de ce procès, ont un certain nombre de caractéristiques communes. Ils sont majoritairement colombiens. Je vais vous parler de la Colombie, pourquoi c'est important. Et, notez bien, ils sont tous soit d'actuels
ou d'anciens informateurs du FBI. FBI, c'est le Bureau fédéral d'investigation. C'est comme la police fédérale qui fait des enquêtes, que ce soit sur le territoire national ou bien à l'international. Donc, vous notez? Donc, j'ai dit, tous ceux qui ont été accusés, à l'exception de Solage, l'haïtiano-américain, qui, lui, travaillait pour le FBI, comme ancien informateur du FBI. Il s'est décrit d'ailleurs comme un employé de la DIA. Mais notez cette caractéristique, tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans l'exécution de ce crime sordide, cet assassinat, viennent de la Colombie, à part les Haïtiens, bien sûr, et ils sont d'anciens informateurs, parfois d'actuels informateurs du FBI. Les amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à être comme moi. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que de la synchronicité. Et quand vous analysez un crime géopolitique comme celui de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, quand vous analysez un crime transnational comme celui qui nous a enlevé un président, nous devons nous intéresser à chaque fait. Nous devons soulever chaque pierre. Nous devons nous intéresser à la nationalité de ceux qui ont été appelés à exécuter ce crime sordide. Nous devons nous intéresser à leur métier. Nous devons aussi nous intéresser à leur patron. Intéressons-nous ici à la nationalité de ceux qui ont été appelés à exécuter le crime et qu'on appelle des mercenaires. La Colombie. Pourquoi la Colombie nous intéresse? Ce que vous devez savoir et que je dois vous rappeler, dans les années 80, quand la Colombie était le centre névralgique de la production de la drogue vers les États-Unis avaient hésité à envoyer. D'abord, légalement, ils n'avaient pas le droit parce qu'il y avait une certaine posture nationaliste du côté de la Cour suprême colombienne qui posait des obstacles procéduraux à l'action de soldats étrangers sur le territoire colombien, en sorte que l'ambassade des États-Unis à Bogota, en Colombie, la CIA, le FBI ont dû procéder autrement pour en venir à démanteler les cartels de drogue de la Colombie, en particulier le cartel de Medellín, comme vous le savez déjà. Alors, comment ont-ils procédé? Bon, vous savez, pour un Américain, un soldat américain qui meurt en sol étranger, qui meurt en terre étrangère, c'est quasiment un séisme de 7,5 sur l'échelle de Richter, en sorte que les Américains, le département d'État, va procéder autrement dans sa méthode de combat contre les cartels de drogue en Colombie. Ils vont dire, écoutez, plutôt que d'envoyer nos propres soldats en Colombie, qui risquent de mourir, quand il y a combat, n'est-ce pas, on risque de mourir aussi, pourquoi ne pas former un corps d'élite de soldats colombiens à qui on va enseigner les techniques de combat, les techniques de corps à corps, les techniques d'espionnage, les techniques de suppression d'ennemis. Comme ça, la Cour suprême colombienne va garder sa posture nationaliste parce que ce ne seront pas nos soldats américains qui iront combattre les
les dealers de drogue colombiens sur le territoire colombien, ça va être, n'est-ce pas, les soldats colombiens eux-mêmes, et ça va renforcer aussi le prestige de l'armée colombienne, le prestige de la police colombienne. Et c'est ainsi donc qu'à partir des années 80, qu'à partir des années 90, eh bien, le département d'État a investi beaucoup d'argent dans la formation de corps d'élite colombiens pour combattre la drogue. Et ils ont plus ou moins réussi. Ils ont réussi. Ils ont abattu Pablo Escobar. Ils ont littéralement démantelé le cartel de Medellín grâce à ces corps d'élite colombiens qui ont reçu une formation de première pointe, de première main de la part des experts du FBI, de la part des experts de la CIA. Bon. Et très souvent, ces membres de corps d'élite entrent dans la police, entrent dans l'armée dans la vingtaine, et après avoir servi une vingtaine d'années, ils prennent leur retraite. Et vous avez des gens très bien formés qui ont reçu une formation de pointe de la part des corps d'élite américains et qui sont à la retraite. Qu'est-ce que la Colombie leur offre, n'est-ce pas, comme fonds de retraite? Quelque chose qui ne dépasse que à peine 3 ou 4 000 dollars américains par mois. Et c'est avec ça qu'ils doivent prendre soin de leur famille, c'est avec ça qu'ils doivent s'occuper d'eux-mêmes. N'oublions pas qu'ils sont à la fin de la quarantaine, début de leur cinquantaine. Ces gens-là donc se retrouvent avec un savoir-faire, ils se retrouvent avec de grandes capacités techniques, de grandes capacités opérationnelles, et leur pays d'origine pour lequel ils ont travaillé n'arrive pas à leur offrir suffisamment pour mener une vie décente. Voilà pourquoi ces gens-là vont être une main-d'œuvre facile que les États-Unis vont recruter régulièrement pour aller perpétrer des actes de déstabilisation dans la région. Tous ceux qui comprennent la géopolitique de la région, tous ceux qui comprennent les rapports de déstabilisation des pays, n'est-ce pas, de la région par les États-Unis d'Amérique, savent que pour perpétrer ces actes de déstabilisation, la Colombie, c'est la cour arrière des États-Unis. Non seulement la Colombie, c'est la cour arrière des États-Unis, souvent les opérations de déstabilisation sont préparées sur le territoire colombien, mais mieux, les États-Unis se servent de cette main-d'œuvre très hautement qualifiée, de cette main-d'œuvre très bien préparée, de cette main-d'œuvre qui dispose de savoir-faire extraordinaire, mais qui mène une existence précaire. Voilà pourquoi souvent, la CIA, le FBI, va faire appel à ces Colombiens retraités de l'armée colombienne, à ces Colombiens retraités de la police colombienne, qui ont reçu une formation de pointe et à qui on va donner une certaine somme d'argent pour aller faire tomber un gouvernement. On a beaucoup utilisé ces anciens membres de corps d'élite colombiens pour déstabiliser, exemple, n'est-ce pas, le gouvernement de Maduro, pour déstabiliser, exemple, le gouvernement de Chavez. Les États-Unis ont beaucoup utilisé ces Colombiens-là. Et quand on veut exécuter ou perpétrer d'autres crimes du genre de déstabilisation politique, c'est encore à ces Colombiens-là qu'on fait appel. Suivez-moi bien. Il y a combien de pays inscrits officiellement membres des Nations Unies? 193. Comme par hasard, de ces 193 pays membres des Nations Unies qui auraient pu participer à ce crime sordide, comme par hasard, tous ceux qui ont exécuté, tous ceux qui ont fait partie de l'exécution de ce crime sordide, qu'on appelle par euphémisme les mercenaires, sont des Colombiens. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi ne sont-ils pas des Équatoriens? Pourquoi ne sont-ils pas exemple des Américains eux-mêmes? Nous avons des Américains
très bien équipés, qui sont des tueurs à gages, parce qu'ils ont servi dans l'armée américaine. C'est comme si, d'entrée de jeu, il y a quelqu'un qui voulait protéger l'identité américaine dans la participation de cette affaire. On est allé chercher des Colombiens, mais paradoxalement, ce qu'on a voulu protéger se révèle au grand jour précisément parce qu'on est allé chercher les Colombiens. Les Américains se servent régulièrement de ces retraités colombiens, ces gens qui ont fait partie du corps d'élite de l'armée colombienne, qui ont fait partie du corps d'élite de la police colombienne. Les Américains aiment aller les chercher pour perpétrer leurs œuvres de déstabilisation. Premier élément, hein, voyez-vous, c'est l'historien, moi. Je prends le temps de jeter la base pour que vous compreniez qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on regarde ailleurs en condamnant ces 4 criminels. C'est comme si on est en train de nous dire, prenez-les ces 4 criminels, mais ne regardez pas au vrai endroit. Ne regardez pas dans la vraie salle. Ne regardez pas le vrai cerveau qui a conçu tout cela. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Savez-vous que beaucoup de ces mercenaires qui sont entrés en Haïti, qui y ont passé 1 mois, qui y ont passé 2 semaines, 3 semaines avant le fameux assassinat du 7 juillet 2021, beaucoup d'entre eux étaient en prison. Qui leur a donné un passeport? Vous savez, c'est une vérité élémentaire que quand on est accusé au criminel, quand on est reconnu coupable au criminel, quand on fait la prison, quand on entre en prison, l'une des premières pièces que l'État saisit, c'est notre passeport. Alors, beaucoup de ces mercenaires colombiens étaient en prison et quelques jours avant leur voyage vers Haïti, ils ont été libérés de prison. Ils ont reçu un passeport pour pouvoir voyager. Et comme par hasard, c'était des Colombiens. Donc notez, quand il y a une œuvre de déstabilisation que les États-Unis veulent opérer, que les États-Unis veulent perpétrer sans que des soldats américains soient impliqués là-dedans directement, on va chercher les Colombiens. Parce que c'est d'anciens membres de corps d'élite formés par les Américains eux-mêmes. C'est de jeunes retraités, des quinquagénaires, des gens qui n'ont que 50 ans, qui reçoivent une pitance de la part du gouvernement colombien et qui sont donc, étant donné leur précarité existentielle, disposés et disponibles pour accomplir les basses besognes de leur patron. Vous imaginez des Haïtiens qui planifie l'assassinat d'un président, vous allez voir que cet assassinat n'est pas planifié par des Haïtiens. Vous imaginez des Haïtiens qui planifient l'assassinat d'un président et qui ont eu l'imprudence de prendre un petit avion pour un vol de moins de 2 heures, se rendre en Floride, aller cogner au premier bureau qui s'occupe de questions de sécurité et confier le mandat d'assassiner un président à des Colombiens qui se trouvent à Miami. Mais voyons donc les amis. Quand on planifie le crime,
Quand on planifie l'assassinat d'un président, il s'agit de l'homme qui, en théorie, devrait bénéficier du plus grand niveau de sécurité parmi les 12 ou 13 millions d'Haïtiens. Alors, vous êtes en train de me dire que ce crime-là, qui serait planifié par des Haïtiens, ces Haïtiens-là seraient à ce point naïfs et imbéciles pour aller chercher des exécutants à moins de 2 heures de vol d'Haïti à Miami, mais sur le territoire du pays qui dispose, n'est-ce pas, du service de renseignement le plus fiable. Croyez-vous à cela? On est en train de nous dire, par exemple, que Joseph Badio, qui est sûrement impliqué dans le crime, on nous le fait passer pour le cerveau du crime. On est en train de nous dire que Emmanuel Sanon, qui est sûrement impliqué dans le crime, j'en sais quelque chose. Vous notez, je dis, quant à lui, j'en sais quelque chose. Dans la planification, si jamais c'est vraiment eux qui étaient, mais ils ne le sont pas, qui étaient les cerveaux, donc les commanditaires de ce crime, Emmanuel Sanon vit aux États-Unis depuis plusieurs années et il aurait été assez bête pour aller cogner au premier bureau de la première agence de sécurité privée et confier à un Colombien la mission d'assassiner un président. Non, pas du tout. Il irait peut-être très loin, il irait en Chine peut-être chercher un mercenaire. Il irait recruter son mercenaire, je ne sais pas moi, dans un autre pays d'Asie. Il irait recruter son mercenaire dans un ancien pays du bloc de l'Est, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne risque pas d'être retracé, mais ceux qui planifient l'assassinat d'un président prennent le temps de le planifier, cet assassinat, et ils pensent à tout, sinon à peu près à tout. Et les Haïtiens qui considèrent Miami comme leur deuxième patrie, qui considèrent Miami comme leur deuxième résidence, et qui savent précisément, parce qu'ils y vivent, que les États-Unis disposent de toutes sortes de services de renseignement pour capter leurs conversations, pour retracer leurs contacts, ne commettraient pas la naïveté de demander à des Colombiens qui vivent à Miami d'aller commettre ce crime. D'ailleurs, le fait d'aller chercher une firme qui a pignon sur rue est en soi quelque chose d'imbécile. On irait chercher des mercenaires, des inconnus, des gens à qui on paierait, n'est-ce pas, les fameux millions et à qui on confierait la mission particulière d'assassiner le président. Si on ne l'a pas fait comme ça, si on l'a signé autrement, en allant chercher des Colombiens, c'est qu'il y a un message que le véritable commanditaire de l'affaire, le véritable commanditaire de l'assassinat, il y a un message qu'on veut nous envoyer. On va en venir à ce témoignage tout à l'heure. Mais notez, les mercenaires sont tous des Colombiens, les amis, entre nous. Juste à côté d'Haïti, il y a un petit pays qu'on appelle comment? La République dominicaine. Et la République dominicaine, ne nous trompons pas là-dessus, c'est un pays qui est connu pour des crimes sordides, c'est un pays qui est connu pour, n'est-ce pas, receler un certain nombre de mercenaires, un certain nombre de tueurs à gages, dont des tueurs à gages québécois. Le savez-vous ça? Dans les années 90, lorsque les motards criminalisés faisaient sauter des bombes à Montréal, la vie à Montréal, j'étais déjà là, était devenue extrêmement inquiétante car les motards criminalisés faisaient sauter des bombes dans des centres commerciaux. On arrivait même à tuer des journalistes qui n'avaient rien à voir avec leurs crimes, mais qui dénonçaient justement leurs crimes. On tuait des gens parce qu'on se trompait justement de personnes. Savez-vous quel arrangement? Je dis bien quel arrangement. La police de Montréal a conclu avec les motards criminalisés. Je dis bien arrangement que la police a conclu avec les motards criminalisés. OK, vous nous emmerdez, on va arrêter de vous emmerder, mais laissez le Canada s'il vous plaît, rendez-vous en République dominicaine. Et depuis les années 90, vous avez des
motards criminalisés, donc des criminels, des Hells Angels, qui s'établissent en République dominicaine. Et on s'entend que ces gens-là, ils s'établissent en République dominicaine pour blanchir de l'argent. Allez voir, vous allez réaliser que précisément cette croissance touristique dans la construction d'hôtels, etc., 4 étoiles, 5 étoiles, coïncide justement avec cette époque-là, mais parce que les motards criminalisés du Québec ont eu carte blanche pour s'installer en République dominicaine, blanchir de l'argent, mais ils restent des criminels. Donc, si c'était des Haïtiens qui planifiaient, si c'était des Haïtiens qui étaient les véritables commanditaires de l'assassinat du président haïtien, ils ne se rendraient pas à Miami au risque de se faire prendre par le FBI. Ensuite, ils ne choisiraient pas des Colombiens avec qui on a très peu de relations d'ailleurs. Ils n'auraient qu'à traverser la frontière en voiture et ils recruteraient une dizaine de mercenaires et le président Jovenel Moïse, à un moment donné, était devenu une cible très facile, ne serait-ce parce qu'il participait à toutes sortes d'activités publiques ou parce qu'il participait, exemple, à des activités carnavalesques, mais on l'aurait abattu. À la rigueur, on aurait arrêté 1 ou 2 mercenaires, mais il n'y aurait pas tout ce boléro des menteurs-là. Qu'on ait choisi des Colombiens qui résident à Miami et qui ont pignon sur rue à Miami et qui ont un permis d'exercice à Miami, ça c'est la signature du FBI, c'est la signature de la CIA. Et comme si, en soi, l'identité colombienne de ces mercenaires n'était pas suffisante, je vous ai dit, tous ces Colombiens-là, tous les Haïtiens qui sont jusqu'à présent reconnus coupables, qui sont jusqu'à présent accusés, ils ont un deuxième point commun, ils sont tous d'anciens agents, informateurs du FBI. Tous ces Colombiens-là avouent avoir travaillé pour le FBI. Même les Haïtiens qui sont impliqués dans le crime, ils ont un point commun, que vous parliez de Solage, que vous parlez de Jarre, pour ne citer que ces deux-là, ce sont d'anciens informateurs du FBI. Alors, vous comprenez qu'avec l'accusation de ces 4 Colombiens et Haïtiano-Américains, le procès ne fait que commencer. On n'a pas encore touché au gros poisson. On n'a pas encore nommé le commanditaire. On est en train, n'est-ce pas, d'arrêter de petits poissons. On les amplifie, ces poissons-là. On met une loupe sur eux pour nous faire croire que ce sont des requins, mais ce sont de très petits poissons. La signature du FBI, la signature, n'est-ce pas, de la CIA, paraît au grand jour en lettres de feu, car ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont commandité l'assassinat du président Jovenel. 2 éléments militent dans le sens de cette hypothèse: l'identité de ces mercenaires, tous des Colombiens. La Colombie, c'est la base arrière des opérations de déstabilisation politique américaine dans la région. Et tous, que ce soit les Colombiens ou les Haïtiens, ont été et sont, jusqu'à ce qu'ils entrent en prison, des informateurs du FBI. Il n'y a pas de hasard. Vous avez 2 éléments majeurs qui pointent vers la signature du département d'État. On s'arrête ici. On va continuer à s'élever au-delà du petit procès. Procès important, mais petit procès parce qu'il s'agit de petits poissons. On veut voir toute la carte là. On veut voir toute la forêt. Et vous allez voir que la forêt épouse la forme du département d'État américain. À tout à l'heure, les amis.
jusque-là, on a regardé l'identité des mercenaires colombiennes. Hein. C'est une signature, ça. C'est plus naturel. Si c'était les Haïtiens qui planifiaient le crime, d'aller chercher 2 ou 3 salopards dominicains. Et il en pleuve. Ils en pleuvent hein, de ces mercenaires dominicains. Donc c'est plus naturel pour des Haïtiens, si c'est eux qui planifiaient vraiment le crime, d'aller en République dominicaine et de payer 2 ou 3 mercenaires, mais très secrètement. Bon. Là, il s'agit de Colombiens, de 1. De 2, il s'agit pour tous d'informateurs du FBI, mais un troisième élément. Un troisième élément, c'est un spectacle qu'on voulait. Est-ce que vous le remarquez, ça? C'est un spectacle. Non, mais voyons. Quand on assassine un président, généralement, on le fait avec la plus grande discrétion possible. On va l'empoisonner. Je vais vous dire un secret. J'ai un ami qui travaillait à l'ambassade des États-Unis près du Saint-Siège, c'est-à-dire au Vatican. Écoutez bien. 2 heures avant la mort, donc avant la confirmation du décès du président René Préval, ça je vous le dis là, je vous regarde dans les yeux, je reprends. J'ai un ami qui travaillait à l'ambassade de Washington près du Saint-Siège, donc à l'ambassade de Washington au Vatican, 2 heures avant le constat du décès du président René Préval, on recevait un câble à l'ambassade de Washington au Vatican annonçant la mort de René Préval. En ce moment, René Préval n'était même pas mort encore. C'est que tout était mis en place, probablement le poison qu'on allait lui servir était déjà dans son bol de soupe, c'était déjà sur la table, et donc c'était à ce point sûr que le câble est parti. Et vous notez, c'est fait en toute discrétion. L'un des moyens par lesquels on voulait assassiner le président Jovenel Moïse, encore une fois ça, je le sais, c'était de faire exploser le jet privé que le président louait entre les mains de Chérif Abdallah. Chérif Abdallah, c'est d'origine, enfin de mémoire, un salaud d'origine égyptienne et qui fait beaucoup de fric en Haïti. Et donc, le président Jovenel Moïse a eu la naïveté de louer toujours le même avion et on avait déjà pensé à faire sauter l'avion. L'avion était bien sûr assuré, Chérif n'aurait rien perdu. Il aurait été récompensé par ceux qui voulaient assassiner le président. Mais non, et vous notez qu'on n'a pas retenu l'empoisonnement. Jovenel Moïse aurait pu être empoisonné. Jovenel était entouré d'ennemis. La femme de Jovenel était son ennemi, on va se dire les vraies choses. Ceux qui cuisinaient pour lui étaient ses ennemis. Vous notez que dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, pas un chien n'est mort. Au fait, lorsque Martine Moïse est revenue après une dizaine de jours d'hospitalisation à Jacksonville, elle est revenue chez elle et elle a voulu récupérer son chien. Et son chien l'attendait vivant. Donc si on voulait rien qu'assassiner le président Jovenel Moïse, on aurait pu être plus discret. L'empoisonnement.
faire piéger son véhicule officiel. Le président Jovenel Moïse aimait les bains de foule. Quelqu'un aurait pu l'abattre en pleine participation à une activité publique. Non, ce n'est pas ça qu'on a choisi. On a choisi un spectacle. Un spectacle très bien chorégraphié. On dit que, et les témoins sont unanimes à le dire, dans la nuit de l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un cortège de véhicules qui se rendait en la résidence du président. Mais un mois avant ce cortège, c'est pour ça que j'ai parlé de boléro, un mois avant ce cortège, mais les Colombiens sont arrivés en Haïti à visière levée. On leur a loué une résidence, on leur a loué des véhicules, ils circulaient dans le pays, ils résidaient pour la plupart tous, ils résidaient tous, n'est-ce pas, sous le même toit, mais on voulait un spectacle. Et le soir de l'assassinat, la nuit de l'assassinat, il y avait un cortège de 3 ou 4 véhicules à bord desquels montaient ceux qui allaient assister au spectacle. Donc on ne voulait pas faire quelque chose de discret, on ne voulait pas faire quelque chose de simple, on ne voulait pas la mort de Jovenel Moïse, on voulait envoyer un message fort aux survivants. Et on va voir à quels survivants on envoyait ce message. D'ailleurs, c'est un spectacle très bien chorégraphié, les amis. D'abord, comme par hasard, un mois avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'ambassadrice, ou plutôt Madame l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, a laissé le pays pour 30 jours. Raison, elle devait participer à une audience devant la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Vraiment. 3 mois auparavant, une ancienne ambassadeur des États-Unis, Madame Pamela White, témoignait devant cette même commission des affaires étrangères du Congrès américain. Elle disait clairement, et on a eu l'extrait sonore, qu'il faut neutraliser, qu'il faut mettre KO le président américain et on a besoin d'envoyer des soldats. We need to send troops on ground. On a besoin d'envoyer des soldats sur le sol et puis mais on va neutraliser le président. Au mois de janvier, le fameux Emmanuel Sanon, qui se dit à la fois médecin et pasteur, on n'en sait rien, mais il se vantait publiquement qu'il allait remplacer le président Jovenel Moïse et que c'est à lui que le département d'État a confié le poste. Et vous savez quoi? C'était là aussi un spectacle. Emmanuel Sanon a écrit au conseiller spécial du président en matière de sécurité pour lui faire part de son plan d'aller remplacer le président Jovenel Moïse, le président en exercice. Vous savez que tous les pays du G7 ont une loi qui est enchâssée dans le code criminel, loi au terme de laquelle tu peux être accusé, arrêté, faire de la prison si, exemple moi, en tant que Canadien, je participe à une opération de déstabilisation d'un pays étranger. Les États-Unis ont aussi cette loi. Imaginez un haïtiano-américain qui écrit au conseiller à la sécurité du département d'État, au conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche, pour lui annoncer qu'il va remplacer le président Jovenel, le président en exercice. C'est comme s'il dit, écoutez, moi, je vais
commettre un crime. Arrêtez-moi. Donc si vous ne m'arrêtez pas, c'est que vous êtes complice par votre silence de mon projet. On voulait un spectacle, les amis. Si vous suivez la chronologie de ce meurtre, dès 11 heures du soir, il en pleuvait des balles dans le quartier ou dans les quartiers proches de la résidence du président. Lorsque le président a entendu cette pluie de balles, qu'a-t-il fait? Il appelait le chef de la police, Léon Charles, qui dit « Je vais arriver », mais qui n'est jamais arrivé. Il appelle celui qui est responsable de la sécurité au palais, la guerre civile, mais qui promet qu'il va arriver, mais il n'est jamais arrivé. Notez qu'en passant, la guerre civile, c'est un Américain. Il était en prison tout récemment, savez-vous quoi? On l'a libéré. Personne n'a parlé de ça. Il a été libéré à l'instigation de l'ambassade américaine, la guerre civile. Le président appelle Dimitri Hérard, qui est l'un des responsables aussi dans la chaîne de sécurité du président. Dimitri Hérard dit, mais je vais arriver, mais il n'arrive jamais. C'est un spectacle, les amis. Maintenant, il s'agit du président de la République. Donc, la résidence du président de la République est sous le contrôle d'un corps d'élite. Suivez mon regard. Et il y a plusieurs arrêts avant d'accéder à la chambre du président. Comme par hasard, les amis, la plupart de ces gens-là ont appelé malades, ils ont été abonnés absents. Et vous savez combien ils ont reçu pour dire qu'ils n'allaient pas venir travailler ce soir-là? $1 million américains. Le fameux Baggio, et les témoignages sont unanimes, a donné à toute l'équipe de sécurité $1 million à chacun pour qu'ils ne viennent pas ce soir-là. Et les quelques-uns qui sont restés, mais écoutez, ils sont restés, et dès que le fameux Solage a dit que c'était une opération de la DIA, imaginez, une opération de la DIA dans la résidence d'un président. Et les policiers ont cru en cela. Et donc, personne n'est mort du côté de l'équipe de sécurité du président. L'équipe de sécurité est payée justement pour mourir avant le président. Personne n'est mort. On voulait un spectacle. Et quel spectacle, les amis? Du début jusqu'à la fin, il y a eu un spectacle. D'abord, vous notez que ceux qui ont participé à ce crime sordide, ceux qui ont fait partie de, si vous voulez, de la cuisine de la chose, mais ils communiquaient entre eux, ils s'envoyaient des photos, ils s'envoyaient des vidéos. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai un ami fiable qui travaille, je vous le dis, pour les services secrets, pas américains. Un autre pays important, qui me dit avoir vu cette vidéo. Et je mets ma main à couper là. Il me dit, Jean, la personne qui a abattu le président le connaît. Ils ont échangé quelques mots et le mec l'a abattu de sang-froid. Donc l'idée de dire qu'on voulait tuer Martine Moïse, non, c'est un script ça, les amis. C'est un script qui cherche justement à disculper Martine Moïse. Martine Moïse elle-même, dans son témoignage, cherche à protéger des gens. Tous ceux qui témoignent protègent un patron. Mais ça m'a fait rire. Martine Moïse, dans son témoignage, enfin c'est un témoignage très contradictoire, ça j'en ai parlé, et tout le monde est au courant de cela. Dans son dernier témoignage, là, elle n'est plus sur le lit, parce que quand on voit le lit, vous vous souvenez, moi je vous avais dit, j'ai appelé quelqu'un qui connaissait bien la chambre du président, je lui ai dit, mais est-ce que Martine peut entrer sous le lit du président? Il m'avait dit non. Il m'a dit, même un chat ne peut pas y entrer. Et on a vu par la suite la photo du lit
du président, Martine ne peut pas entrer sous le lit. Et là, elle a changé la version. Elle a dit qu'elle n'était pas vraiment sous le lit, elle était de l'autre côté du lit. Donc, son mari était d'un côté, le lit est au milieu, elle est de l'autre côté, mais de l'autre côté, elle pouvait quand même voir le président lorsqu'on lui a tiré dans l'œil et que, ouf, son œil a éclaté. Ah bon? OK. Et là, elle a dit qu'elle a dû jouer la morte. On lui a tiré dessus. Et par la suite, lorsque Palacios est arrivé, Palacios pensait qu'elle était morte. Pour s'assurer qu'elle était vraiment morte, Palacios a ouvert les yeux de Martine et a mis une lampe de poche dans les yeux de Martine pour voir si l'œil allait bouger. Et puisque l'œil n'a pas bougé, il a conclu que Martine était morte. Vraiment, Martine? Je vous invite à faire ce test, vous. Faisons ce petit test. Faites-le avec un ami. Faites-le avec la plus grande amitié, la plus grande douceur. Fermez l'œil ou fermez les yeux. Votre ami vient avec une lampe de poche, soulève votre paupière et allume sa lampe de poche précisément en face de votre œil. Dites-moi si votre œil ne va pas bouger. Et pourtant, Martine a réussi cet exploit. Vraiment, Martine? Mais voyons. Voyons. Qui protège-t-elle? Et vous notez que les Colombiens protègent Martine. Les Colombiens disent qu'ils avaient reçu l'ordre de tuer Martine, mais qu'ils ne l'ont pas tuée. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que Martine n'est pas complice dans le crime. Mais Martine est complice dans le crime. On lui avait fait une offre. On avait fait à Claude Joseph et à Martine une offre. Claude serait président provisoire. Il allait être celui qui organiserait des élections 90 jours plus tard, élections au terme desquelles Martine serait élue. Quand j'ai présenté cette émission le 7 juillet 2021, je vous avais dit que c'était dans l'habitude de la CIA d'assassiner un président et de donner le pouvoir à son fils. On a vu ça en Afrique. C'est aussi dans la pratique de la France, par exemple, d'assassiner un président et de confier le pouvoir à sa femme. Je vous ai dit le 7 juillet 2021 que Martine serait candidate. Et là, j'ai une amie très bienveillante qui me disait « Mais non, mais docteur Fils-Aimé, de grâce, après le traumatisme qu'elle a subi, vous pensez qu'elle serait candidate ?» 2 jours plus tard, Martine est sur un lit d'hôpital, les amis, à Jacksonville. Martine annonce sa candidature. Martine avait déjà une chanson de campagne. Nous tuer papa, m'a voté maman. Nous tuer papa, m'a voté maman. Martine avait déjà son parti politique du vivant déjà de Jovenel, parti avec lequel Jovenel n'était pas d'accord. On avait fait une offre à Martine. Pourquoi aujourd'hui on nous dit mais on voulait la tuer? C'est par hasard qu'elle ne fut pas tuée. Foutaise. C'est parce que ces véritables patrons que sont les Américains la protègent encore. Je connais quelqu'un, je vous regarde dans les yeux, qui était impliqué dans la planification de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Son nom est cité 1 ou 2 fois. Vous savez où il vit, lui? Aux États-Unis. Savez-vous pourquoi on le protège? Parce qu'il travaille pour le FBI, il travaille pour la CIA. C'était l'un de ceux qui fournissait à la CIA, qui fournissait au FBI des informations précieuses sur le président Jovenel Moïse parce qu'il avait accès à la résidence du président. Vous notez que les Colombiens le disent, lorsqu'ils sont entrés dans la résidence du président, ils savaient où se trouvait l'argent du président. Ils savaient que l'argent était placé dans des boîtes en carton. Ils savaient tout. Tout le monde ment. Mais tout le monde protège quelqu'un. Martine dit, écoutez, à un moment donné, elle a laissé la chambre pour aller dans la toilette et elle a tiré les rideaux dans la toilette pour cacher ses enfants. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de rideau dans la toilette. Ok, les amis, je sais qu'il y a beaucoup d'émotions ces jours-ci. On veut faire passer Jovenel Moïse pour un saint. Jovenel n'était pas un saint. Jovenel était un président corrompu comme la plupart des présidents. Jovenel avait quelques bonnes idées,
Mais arrêtons de penser que Jovenel était un nationaliste qui voulait développer le pays, foutaise. Bien sûr que vers la fin de son mandat, Jovenel avait quelques bonnes idées, mais il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. Mais attention, ne faisons pas passer Martine non plus pour une sainte. Martine n'est pas une sainte. Martine est complice dans le meurtre de Jovenel. On avait fait des offres à Martine. Voilà pourquoi elle protège. Elle change sa version à chaque jour en fonction du script qu'on lui fait. Quand tu fais ça, c'est que tu veux protéger. Martine veut protéger Claude Joseph. Martine veut protéger Dimitri Hérard. Martine veut éviter qu'on remonte jusqu'à la CIA parce qu'elle vit aux États-Unis. Et en tant que mère, désormais, elle veut protéger ses enfants. Mais Martine savait qu'on allait renverser, qu'on allait kidnapper. Du moins, elle ne savait peut-être pas qu'on allait assassiner son mari, mais elle savait qu'on allait le kidnapper et on lui avait offert le pouvoir. Voilà pourquoi elle ment comme elle respire. Ah oui, elle est allée dans... Imaginez quelqu'un qui vient de recevoir des balles de gros calibre dans le bras. Son mari vient d'être assassiné. Elle dit être couchée d'un côté du lit, mais elle peut quand même voir son mari. Mais putain, Martine a des yeux de rayon X, là. Ça veut dire qu'elle a une vue qui traverse la matière. Si, de ce côté-ci, elle peut voir son mari malgré le fait que le lit est au milieu, et là, vous notez qu'elle change sa version, elle n'est plus sous le lit, là. Là, elle a reçu une balle, alors qu'avant, sur CNN, elle avait dit avoir reçu 8, 9, 10, 11 balles. Et là, elle a dit qu'elle s'est levée pour aller dans la toilette, fermer les rideaux pour protéger ses enfants. Mais il n'y avait pas de rideau dans la toilette, Martine. Notez une chose. Les Colombiens protègent Martine. Ils disent qu'on nous avait demandé de tuer Martine, mais on n'a pas voulu la tuer. Un autre Colombien a dit, nous, on pensait qu'elle était morte. Et Martine a dit, mais comment a-t-on vérifié si tu étais vivante ou morte? Mais on a ouvert ma paupière, on a ouvert mes yeux et on a pointé une lampe de poche et mes yeux n'ont pas bougé. Dieu lui-même ne peut pas faire ça, Martine. C'est une question de réflexe. C'est une question de réflexe, Martine. On projette une lumière sur tes yeux, mais tes yeux vont bouger. Ah, mais Martine a réussi cet exploit. Au début, Martine disait avoir reçu des balles dans les fesses. Ah, tu reçois des balles de gros calibre dans les fesses et quand ta raison est arrivée, chez toi, elle t'a vu t'asseoir devant l'escalier. Mais pourquoi tous ces mensonges, les amis? C'est qu'on protège les vrais commanditaires du crime. Les Haïtiens ne sont que des exécutants qui se sont prêtés au jeu. Les Colombiens ne sont que des exécutants qui travaillent pour les Américains. Les Haïtiens avaient un certain nombre de mobiles. On avait promis à Léon Charles que s'il participait, mais il aurait un poste de prestige aux États-Unis et il serait protégé. Vous notez que jusqu'à présent, il est protégé. Vous notez que Martine Moïse n'est pas accusée. Pour quelle raison? Parce que jusqu'à présent, quitte à perdre toute crédibilité, elle suit le script. Elle n'ose pas dire qui est venu lui faire l'offre. Vous notez que Claude Joseph lui-même est protégé. Pourquoi? Parce que jusque-là, mais il respecte, n'est-ce pas, le script. Il n'ose pas dire qu'il a été contacté par l'ambassade américaine pour être informé de ce qui allait être arrivé. Autre élément qui pointe vers la responsabilité américaine, ça c'est le fils du président lui-même qui l'a dit. Je le savais, mais jusqu'à ce qu'il l'ait dit, je ne pouvais pas le dire. La nuit de l'assassinat du président, mais le fils du président est allé dans son véhicule avec sa conjointe et son enfant qui venait de naître, sans chaussures d'ailleurs. Ils sont allés tout droit au local de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. C'est quand même le fils du président. On a ouvert la porte, on a vu que c'est lui, on n'a pas voulu laisser entrer. Et entre-temps, on lui tirait dessus. C'est que on ne voulait pas que Jovenel soit celui qui remplace Jovenel. On voulait confier le pouvoir à Martine. Et Martine avait sa chanson de campagne, « Nous tuer papa, n'a voté maman ».
Et de son lit d'hôpital de Jacksonville, Martine a annoncé sa candidature. Quelle personne, les amis? Mettez-vous dans la peau d'une personne qui est vraiment traumatisée. Parce qu'elle aime celui qui vient d'être assassiné. C'est quand même ton mari avec qui tu partages une intimité, avec qui tu partages une chambre, qui vient d'être abattu. On va en parler là, de ce spectacle. 2 jours plus tard à l'hôpital, tu annonces ta candidature vraiment. Maintenant, revenons à cette notion. On ne voulait pas seulement assassiner Jovenel Moïse, on voulait un spectacle. Et quel spectacle? Tout est dedans. La dimension coloriste est dedans. La dimension de classe est dedans pour parler comme Karl Marx. Tout est dedans. On voulait un spectacle macabre. On a parlé à Jovenel, on a dialogué, il a eu le temps de riposter, donc de répondre. On l'a criblé de balles, on l'a traîné dans la salle. Comme un vulgaire citoyen, on voulait envoyer un message. Quel message voulait-on envoyer et quel a été l'élément déclencheur, de trigger? On aura la réponse après la pause que voici. À tout à l'heure, les amis. Donc on l'a vu, on a voulu un spectacle, les amis, un cortège. 60 mercenaires s'étaient établis, 60 mercenaires colombiens étaient établis en Haïti depuis 1 mois. Sanon a écrit aux conseillers à la sécurité nationale des États-Unis pour dire que c'est lui qui va remplacer Jovenel. Et on a monté un spectacle des « Waouh !» Qu'est-ce qu'on voulait prouver? Remontons le fil de l'histoire. Je vous ai dit que une quinzaine de jours avant l'assassinat du président Jovenel, j'ai un ami qui enseigne les relations internationales aux États, enfin en France, un ami africain, qui m'a envoyé la photo du président Jovenel accréditant à Port-au-Prince un ambassadeur itinérant de la Fédération russe. Dans les jours qui ont précédé, 15 jours avant, on s'en souvient, le président Jovenel est allé à Ankara en Turquie, il a rencontré des hauts placés dans l'administration étatique de la Chine, il a rencontré des hauts gradés de l'administration russe, il a rencontré, n'est-ce pas, des hauts gradés du gouvernement turc. Donc, Jovenel Moïse voulait faire un virage vers le bloc de Shanghai. Et on est en Amérique. La doctrine Monroe n'est pas morte. Si vous pensiez que la doctrine Monroe n'est pas morte, vous voyez les agissements criminels de Donald Trump. Il les fait, ces agissements-là, au nom de la doctrine de Monroe, qu'il modifie, parce qu'il est un narcissique pervers, qu'il modifie en doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Jovenel Moïse a eu une posture nationaliste vers la fin de son mandat. Il a envoyé quelqu'un de très proche de lui en Russie et qui a fait un détour par Cuba prétextant des soins médicaux. Et de Cuba, la Russie a envoyé un avion spécial le chercher pour qu'il transmette aux Russes le plan du président de faire un virage vers le bloc de Shanghai parce que les États-Unis ne nous offrent rien. Après que ce proche a fait ce voyage de Port-au-Prince jusqu'à Cuba, de Cuba jusqu'à la Russie, de la Russie jusqu'à Cuba, de Cuba à Port-au-Prince, le président Jovenel est allé en Turquie, on s'en souvient, il est allé à Ankara, serrer la main au président turc, serrer la main aux responsables chinois, serrer la main aux responsables russes, et 15 jours plus tard, il a accrédité à Port-au-Prince l'ambassadeur itinéraire de la Fédération russe. Et mon ami, qui enseigne les relations internationales à Paris, m'a envoyé la photo du président de blanc vêtu, serrant la main à ce nouvel ambassadeur russe, et il a écrit
il vient de signer son arrêt de mort. Lorsque mon ami m'a écrit, j'ai dit, ah mais vous exagérez, hein? Vous savez, de ces déclarations que vous prenez à la légère, parce que vous dites, ben, on est au 21e siècle, les gens vont faire ça avec plus de discrétion. Oui, on aurait pu faire ça au début du 20e siècle, quand on n'était pas à l'ère des informations, n'est-ce pas, instantanées. Il m'a dit, il vient de signer son arrêt de mort. Le matin du 7 juillet, je n'oublierai jamais cela, de mémoire, c'était un mercredi. Je me réveille et selon mon réflexe, j'ouvre mon cellulaire pour voir les courriels, les messages que j'ai reçus d'autres pays au cours de la nuit. Et mon ami qui vit à Paris m'écrit, il reprend exactement la photo qu'il m'avait envoyée une quinzaine de jours avant, avec le message qu'il m'avait envoyé, à savoir, il vient de signer son arrêt de mort, et il écrit, je vous l'avais dit. Donc, le président Jovenel venait d'être assassiné, j'ouvre la télé, et on passait en boucle l'image du président haïtien qui venait d'être assassiné en sa résidence. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi le président est assassiné, si vous voulez comprendre pourquoi on n'a pas fait que l'assassiner, on a organisé un spectacle sordide, un spectacle morbide, c'est le cas de le dire. Les témoins ont dit que non seulement on lui a tiré plusieurs balles, mais on a traîné son corps. Ça ne vous rappelle-t-il pas la mort de Dessalines? Je ne suis pas en train de comparer Jovenel à l'empereur Jean-Jacques Dessalines, mais c'est le même rituel, c'est le même comportement. On veut humilier un nègre qui ose se tenir devant, n'est-ce pas, l'Occident pour dire, écoutez, on va choisir sa propre voie. Et depuis ce temps, que remarquez-vous? Le président Jovenel a été assassiné depuis bientôt 6 ans. Il n'y a pas un seul gouvernement qui a eu les couilles assez solides, les couilles d'acier. Il n'y a pas un seul premier ministre, pas un seul président, et on en a eu 9, pas vrai? Qui en a eu dans le pantalon pour dire « Nous allons faire un vrai procès, le procès de l'assassinat d'un président qui a été abattu comme un chien en sa résidence. On veut aller jusqu'au fond des choses. » Non. Fritz, Alphonse Jean, Leslie Voltaire avaient promis, n'est-ce pas, un procès. Ils se sont enrichis. Ils n'ont jamais parlé de l'assassinat du président Jovenel. Alix Didier Fils-Aimé n'en a jamais pipé mot. Ariel n'en a jamais pipé mot. Et Dieu sait qu'on a eu des ministres de la justice. Pourquoi? Parce que les politiciens ont compris le message que les États-Unis ont voulu envoyer. L'Amérique est aux Américains, et si quelqu'un ose faire un virage pour négocier quelques partenariats entre Haïti et un pays autre que les États-Unis ou un pays que les États-Unis approuvent, il mourra comme Jovenel, c'est-à-dire comme un chien. Et donc, ce procès qu'on a eu prouve qu'il y a eu des participants, des exécutants, mais les vrais commanditaires sont au département d'État américain. On a voulu en finir une fois pour toutes avec un président qui dit, écoutez, j'ai le droit en tant que chef d'État d'un pays souverain de conclure des partenariats avec qui je veux. Et c'est pour ça que ce procès me tient à cœur. C'est pour cela que ce sujet me tient à cœur. Je vous ai dit, tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, moi j'en connais un. Je suis prêt à témoigner. Voyez, je le dis publiquement. Et ça, je l'avais dit depuis le 7 février. Je dis, je connais au moins quelqu'un qui est impliqué dans la planification de l'assassinat du président, qui vit aux États-Unis et qui travaille pour le FBI. Pourquoi on ne l'arrête pas? Il n'est pas inquiété. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis qui planifient le crime. Et les États-Unis protègent qui ils veulent et ils livrent qui ils veulent. Pourquoi on livre ces Colombiens ces jours-ci? Pour une raison simple. Un tueur à gages, quand on parle de mercenaires, mais ce sont des tueurs à gages. Un tueur à gages sait qu'il a 2 points de chute.
La prison s'il est chanceux, la morgue s'il est malchanceux. Mais une fois qu'il est payé, il sait que ce qui l'attend, c'est soit la prison, soit la morgue. Donc les Colombiens, ils peuvent verser des larmes de crocodile. Ce sont des tueurs à gages qui disent: nous recevons un certain montant d'argent pour mettre notre famille à l'abri, mais nous savons que notre point de chute va être soit la prison, soit la morgue. Et vous allez remarquer qu'aucun d'entre eux n'ose dire: mais moi j'ai travaillé pour la CIA, donc c'est pour la CIA que j'ai commis ce crime. Aucun d'entre ces Colombiens ne vous dira: écoutez, au fait, les véritables commanditaires, ce sont les Américains. Vous notez que l'avocat des Colombiens a tenu une seule chanson, ce sont des Haïtiens qui ont tué le président, ce sont des Haïtiens qui ont planifié le meurtre du président, et donc les seuls responsables, ce sont les Haïtiens. Tenez, il me semble que les États-Unis d'Amérique se considèrent comme un pays ami d'Haïti. Savez-vous que quand vous prenez un avion, quand vous achetez un billet d'avion, quand vous vous présentez à l'aéroport, dès que la petite madame, 9 fois sur 10, c'est une petite madame, il y a aussi des messieurs, dès que la petite madame scanne votre passeport et qu'on prépare le manifeste, mais il y a au moins 5 pays, les Five Eyes, qui sont au courant en temps réel de la liste des voyageurs, si bien que si vous êtes interdit de vol, la petite madame vous regarde, sa face change, et il dit: monsieur, il y a un problème, vous ne pourrez pas prendre l'avion. 60 Colombiens, dont la plupart sortent de prison, laissent la Colombie pour se rendre en Haïti, ils traversent l'aéroport d'Haïti, on scanne leur passeport. Les États-Unis d'Amérique n'informent pas Jovenel Moïse de la présence de 60 mercenaires. Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire maintenant. Lorsque Jovenel Moïse avait envoyé son proche en Russie en passant par Cuba, et que son proche est revenu avec des offres alléchantes de la Chine et de la Russie, là, la Chine était prête à s'engager dans ce projet d'électrification d'Haïti. Jovenel Moïse était assez naïf pour aller rencontrer l'ambassadeur, madame l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince, pour lui dire: écoutez madame, nous sommes sur le point de conclure un partenariat avec la Chine. La dame a regardé Jovenel. Je connais quelqu'un qui était à cette rencontre, c'est pour ça que je vous parle. Et la personne me dit: Jean, l'ambassadeur a regardé Jovenel comme quelqu'un qui venait de lui faire un bébé dans le dos. Et comme par hasard, madame est partie un mois participer à une audience de la Commission des Affaires étrangères. Et pendant tout ce temps, le président Jovenel appelait l'ambassadeur. L'ambassade n'a jamais répondu. Jovenel Moïse appelait le chef de la police, Léon Charles, qui n'est jamais venu. Jovenel Moïse appelait justement la guerre civile, qui n'est jamais venue. Ce sont tous des gens qui avaient reçu des instructions pour ne rien faire, car le département d'État voulait un spectacle d'humiliation pour un chef d'État nègre, d'un pays nègre qui se croit souverain, mais qui détient des richesses que les États-Unis considèrent comme des richesses stratégiques. Quand j'avais parlé de ces choses-là il y a 6 ans, on doutait. Mais vous voyez ce que Trump a fait là avec Maduro. Il a arrêté Maduro. Pour quel motif? Il a dit: ce pays-là détient du pétrole, c'est notre pétrole. Trump a dit: écoutez, maintenant nous faisons beaucoup d'affaires avec le Venezuela, nous importons autant de pétrole que nous voulons. Dans un moment de virage énergétique, ces grands pays puissants volent les ressources des petits pays. D'ailleurs, qu'est-ce qui distingue un petit pays d'un grand pays? Les grands pays sont des pays pilleurs, les grands pays sont des pays voleurs, les petits pays détiennent des ressources mais qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne gèrent pas. Les États-Unis d'Amérique ont assassiné le président Jovenel Moïse
parce que ce dernier s'est tourné vers la Chine. J'avais participé à une rencontre de haut niveau. Ça fait à peine 6 mois. Quand je vous dis une rencontre de haut niveau avec des responsables du département d'État américain, avec des responsables de la Maison-Blanche, je ne vous dirai pas plus, des gens très proches de Trump. Et ils ont dit, on a entendu dire que les Chinois veulent faire affaire avec Haïti, ils viennent dans notre arrière-cour faire des affaires. Waouh, je regardais l'indignation de cet Américain qui parlait d'Haïti comme de son arrière-cour et qui est fâché parce que la Chine a tenté de faire des affaires avec Haïti. Et j'ai compris une fois de plus que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont assassiné Jovenel parce que ce dernier a voulu opérer un virage vers le bloc de Shanghai. Les amis, ce procès, c'est un boléro de menteurs. Tous les témoins ont menti parce qu'ils veulent protéger le véritable patron. Ils travaillent pour le département d'État, qu'elle s'appelle Martine Moïse. Prenez chacun des témoins, prenez chacun des Colombiens, chacun des Haïtiens, ils protègent leur patron. Il nous faut désormais un chef d'État. D'abord, il nous faut un gouvernement qui fasse le procès. Ce n'est pas normal que le seul procès plus ou moins sérieux sur l'assassinat d'un président d'un pays étranger se déroule dans un pays étranger. C'est une honte pour nous. Où est notre système judiciaire? Où est le barreau? Où sont les barreaux d'Haïti? Où sont les ministres de la justice d'Haïti? Comment se fait-il que le seul vrai procès sur l'assassinat d'un président d'Haïti se déroule aux États-Unis? Mais pourquoi? Parce que nous avons une malédiction dans ce sens-là. À chaque fois qu'on assassine un président en Haïti, je pense que c'est le 4e ou le 5e, on regarde ailleurs. Jamais de procès. À commencer par l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, on l'a assassiné. Pétion, l'assassin, est venu se vanter devant le Sénat haïtien. J'ai assassiné le tyran. Il est devenu président à vie. Et chacun fait ses affaires sans procès. Et 3 autres présidents ou 4 autres ont été assassinés. Il n'y a pas eu de procès. Le président Jovenel est assassiné en sa résidence à la suite d'un spectacle que les États-Unis ont voulu offrir pour nous faire peur, à vous et à moi, pour me faire peur, pour vous faire peur. Pour vous dire, si vous pensez que vous pouvez gérer les ressources d'Haïti par vous-même, si vous pensez que le destin d'Haïti appartient au peuple d'Haïti, souvenez-vous de Jovenel. Eh bien, je les emmerde, les Américains. Je l'emmerde, le département d'État. Ce pays-là, il est à Dessalines, il n'est pas aux Américains. Et si les Didier Fils-Aimé, si les Fritz Alphonse Jean, si les Leslie Voltaire, si les Edgar Leblanc n'en ont pas eu dans le pantalon pour dire merde aux Américains, il viendra un jour où un chef de gouvernement prendra le destin de ce peuple en main et dira merde aux Américains comme je suis en train de le faire. Au fait, ce procès se déroule pour nous faire regarder ailleurs. Avez-vous remarqué qu'à un moment donné, il y avait un agent du FBI qui est venu témoigner et qui n'a pas voulu révéler ses preuves? Pour quelle raison? Pour des raisons de sécurité nationale. Mais ça, c'est un déni de justice. On n'a pas le droit de faire ça en droit, surtout pas en droit criminel. Un ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, a voulu nous le faire à l'envers comme ça. Sous Stephen Harper, on faisait arrêter des Canadiens, souvent des immigrants, à l'instigation du FBI et de la CIA, toujours les mêmes. On les envoyait dans des prisons en Syrie, on les envoyait dans des prisons, n'est-ce pas, dans des pays perdus, et quelque temps après, leur avocat disent, mais écoutez, on doit savoir ce qu'on leur reprochait, et Stephen Harper, comme les foutus Américains, disait, écoutez, pour des raisons de sécurité nationale, on ne peut pas dire. La Cour suprême a dit non, basta. Il y a des preuves que vous ne pouvez pas révéler au public, mais l'accusé doit avoir accès à toute la preuve. C'est une question de
justice naturelle. Je dois savoir de quoi vous m'accusez. Je dois savoir de quelles preuves vous disposez. Vous ne pouvez pas évoquer la sécurité nationale pour me cacher à moi l'accuser, la preuve. C'est ce que les Américains nous ont fait et le juge a accepté ça. C'est un déni de justice. Si vous m'accusez, je dois savoir de quoi vous m'accusez. Et vous avez l'obligation de m'étaler toute la preuve dont vous disposez pour pouvoir me défendre correctement. Je comprends qu'il puisse y avoir un huis clos dans un procès criminel. Mais l'accusé doit avoir accès à toute la preuve. Et le tribunal fédéral américain de Miami a accepté que cet agent du FBI dise, écoutez, on ne peut pas exposer ces preuves pour des raisons de sécurité nationale, mais je vous emmerde. C'est un boléro de menteur, les amis. C'est un spectacle. Ce spectacle, sordide et morbide, c'est le cas de le dire, le département d'État l'a organisé pour nous faire peur à vous et à moi, pour nous dire, écoutez, les richesses d'Haïti, elles sont immenses. Les richesses d'Haïti, elles sont grandes, mais si vous osez les gérer vous-même, vous finirez comme Jovenel. Alors je vous emmerde. Qu'il aille se faire foutre, Trump, qu'il aille brûler en enfer. La doctrine Monroe, les Américains doivent la mettre là où je pense. Les États-Unis appartiennent aux Américains après qu'ils l'ont volé, qu'ils ont assassiné plus de 200 millions d'Autochtones. Mais Haïti, cette terre de Dessalines, n'appartiendra jamais aux Américains. Merci les amis. J'espère vous avoir été utile. Vive Dessalines. Vive Haïti. Vive la Dessalines. Gardons le moral, les amis, car tant que va le moral, tout va. Au revoir. Bonne semaine.